Décembre 2000. Émile Louis est interpellé et placé en garde à vue. Il avoue rapidement avoir violé, tué et enterré 7 jeunes filles entre 1977 et 1979. Mais les faits datent d'il y a plus de 20 ans. Il tombe sous le coup de la prescription. Confiant, le boucher de Lyon livre un récit détaillé aux enquêteurs et les guide même jusqu'à son cimetière personnel à Rouvray, petit village près d'Auxerre où le cadavre de Sylviane Lesage avait été retrouvé en 1981. Un premier squelette est exhumé et identifié. Pour les familles, effondrées, l'enjeu est de taille. Empêcher la remise en liberté de ce redoutable tueur en série. Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 2, Les aveux. En France, quand on vous présente un tueur en série, tout le monde aime bien le regarder, le tueur en série. Parce qu'il nous fait penser à ce que potentiellement on pourrait être, mais ce qu'on n'est surtout pas, en fait. Le 12 décembre 2000, à 18h15, les gendarmes investissent la cité des Billettes à Draguignan. Je suis le premier à frapper à la porte. Éric Barou, ancien enquêteur de la gendarmerie. Il ouvre. Sa première réaction, c'est « Encore vous ? Vous me faites chier avec cette affaire. J'y suis pour rien. » On lui signale qu'il est placé en garde à vue à ce moment-là à partir de 18h15. J'étais convaincue que si Émile Louis était entendu, que si Émile Louis était placé en garde à vue, il passerait aux aveux. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. C'est le coup de poker. On a réuni énormément d'éléments. Il y a des questions précises, on veut des réponses précises. C'est ça qui fait une garde à vue. Soit Émile Louis parle tout de suite, dans les 10 premières heures, soit il ne parlera jamais. Il se comporte normalement, il est très très confiant. Moi je le laisse en repos pendant quelques temps, en discutant avec lui. On essaye de voir un petit peu dans quel état d'esprit il est. Et à ce moment-là, pendant ces temps de repos, il commence effectivement à nous parler de la prescription. Et il nous demande à voir le code avec l'article qui prévoit la prescription des faits. Et le colonel Patin lui dit « Mais moi, je vais lui présenter le code pénal. » Donc le patron rentre dans le bureau, tout seul. Donc lui présente l'article, lui en parle sûrement. Il nous parle de la prescription. Je vais foncer dans la porte qui vient de m'ouvrir et on verra bien ce que ça va donner. Il était tellement persuadé d'être le héros des tueurs en série, d'être le plus fort de tous. Et les tueurs en série ont toujours ce petit défaut de penser être plus fort que tout le monde. Il était tellement persuadé que le dossier était prescrit que pour que cette prescription joue et pour qu'il soit ce héros qui ne pourrait pas aller en prison, mais il fallait qu'il avoue. Je reprends l'audition vers les 23h30. Sa première phrase, de me dire « Je vais vous parler de l'affaire des disparus de Lyon ». Et je l'ai laissé parler jusqu'à à peu près 4h du matin. Je n'arrive pas à définir les pulsions que j'avais. J'avais brusquement une envie pressante de faire l'amour, surtout à la pleine lune. J'avais une force qui m'habitait et qui me forçait à faire du mal lors des rapports sexuels. Lorsque j'avais des pulsions, je donnais rendez-vous à des jeunes filles que je voyais chaque jour pour les transporter dans mon bus. Une fois le rendez-vous donné, je prenais la jeune fille à l'endroit et à l'heure indiquée et je l'emmenais sur Rouvray-Venooze. Je précise que j'utilisais mon véhicule personnel. Et là, il m'a parlé de toutes les jeunes filles. Comment ça s'est passé, les circonstances qui les a emmenées le long du Serein. Souvent, il leur a fait l'amour. En ce qui concerne le moine Françoise, il nous arrivait fréquemment de nous rendre sur la commune de Rouvray, près du Serein. Je garais ma voiture à environ 200 mètres de cette rivière, car je n'avais aucun accès pour mon véhicule.
un trou noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais plus moi-même. Je ne me souviens plus dans quelles circonstances j'étais amené à tuer Françoise Lemoine. J'étais habité par quelqu'un d'autre qui me poussait au mal. Cette force me poussait à tuer. C'est après ce moment-là que la bestiole m'a quitté et j'ai réalisé que j'avais fait une connerie. J'ai traîné son corps pendant 5 ou 6 mètres pour la cacher en bordure du bois. Je suis revenu le lendemain avec une pelle pour enterrer son corps. J'ai dû jeter les vêtements dans l'eau ou les enterrer avec elle. Je ne me souviens plus très bien. Intérieurement, c'est waf. Intérieurement, on a réussi. À 4h30, je le mets en repos, puisque c'est quand même quelqu'un qui est âgé. Quand on le reprend en audition le matin même, on dit mais moi je vais vous emmener, si vous m'emmenez sur les lieux, je vais vous montrer les endroits où j'ai enterré les 7 corps. Il est persuadé qu'il va sortir une fois la garde à vue terminée. Je préviens le magistrat à 7h30 le 13 au matin. Son premier mot, quand je lui ai dit monsieur le juge, Émile vient d'avouer, il m'a dit oh merde. Je pense que ce type-là avait envie de parler, en fait, avait envie de se vanter. Grosso modo, je pense qu'il était assez content de ce qu'il avait fait. Frédéric Vézard, journaliste. Ouais, c'est terrible de dire ça. Je pense qu'au fond, il trouvait ça dommage de pouvoir partir sans que tout le monde le sache. Et il avait cette faille-là. Voilà. C'était une évidence, pour moi comme pour Pierre, je pense. C'était une évidence qu'il était l'auteur de ces faits. Moi, j'avais en plus peur qu'il recommence. J'avais peur qu'il continue. Quand même, sur une plainte que j'ai rédigée, sur un combat qu'on a mené avec Pierre, qui est un citoyen de tous les jours. Sur la base de cette plainte, on fait arrêter un tueur en série qui était libre et qu'on savait libre. Et pour nous, il y avait urgence parce qu'il était dangereux. Et donc de faire arrêter ce tueur en série, nous, qui ne sommes pas enquêteurs, ben c'est vertigineux. On décide du transport d'Émile Louis dans la 2e nuit. Quand on part de Draguignan, il doit être 23h30, minuit. Je crois que la garde à vue devait se terminer vers 13h30. Donc il me reste très peu de temps. Donc il a fallu faire le voyage très vite pour arriver le matin même sur la région d'Auxerre. « 14 décembre 2000, Rouvray. Nous sommes dans une grande plaine. Il y a des champs qui sont cultivés, il y a des prés. Et nous sommes au bord du Serein. Et là, il va nous amener sur les bords du Serein. On le laisse totalement libre de faire lui-même son déplacement. Et il va nous montrer les 7 emplacements qu'il désigne pour avoir enterré les 7 corps des jeunes filles. Il ne fait aucun commentaire, il nous montre simplement avec son bras, par un geste, l'emplacement qu'il pense où il a enterré les corps. Les emplacements, effectivement, nous paraissent probables du fait qu'on se trouve à quelques centaines de mètres de la découverte du corps de Sylviane Lesage-Durand. Pour lequel il avait été mis en garde à vue à l'époque, en 81. Donc effectivement, on se dit que c'est probable que ce soit son cimetière personnel. J'avais énormément de questions à lui poser sur les différents endroits. Il m'aurait peut-être indiqué réellement en disant le site numéro 1, j'ai enterré une telle, le 2, j'ai enterré une telle, et de la façon dont elles étaient enterrées, j'aurais pu lui poser énormément de questions. Mais j'ai pris par le temps, j'ai été obligé de clôturer le procès-verbal de garde à vue pour la présentation d'Émile Louis au magistrat. Le 14 décembre, à 13h30, Émile Louis est présenté au juge Lewandowski. C'est un homme impressionnant.
C'est-à-dire que quand il se déplace, il a une espèce de force, de présence à laquelle je ne m'attendais pas. Je comprends que des petites gamines ne pouvaient pas résister à ça, c'est pas possible. Un paradoxe judiciaire commence et l'affaire Émile Louis devient un cas d'école. Tant que les corps ne sont pas retrouvés, il ne peut être mis en examen que pour enlèvement et séquestration. Mais 23 ans après les faits, les meurtres, s'ils sont avérés, peuvent être prescrits. Nous rencontrons le juge d'instruction, nous lui déposons une requête pour écarter la prescription avant qu'il interroge Émile Louis. Est-ce qu'il le relâche avec le risque de trouble à l'ordre public et qu'il se fasse lyncher ? Est-ce qu'il le conserve quelque temps, le temps de chercher les corps ? Et cet homme était seul, avec cette cohue dehors qu'on entendait très bien de son bureau de journaliste, de bruit, d'échanges. À ce moment-là, ce magistrat est vraiment seul. Et je garderai toujours cette image de lui. Sa principale préoccupation, c'était de savoir comment il allait repartir d'Auxerre pour rejoindre son domicile de Draguignan. Après avoir confirmé ses aveux devant le juge d'instruction, Émile Louis est placé en détention provisoire. Je n'arrive même pas à décrire ce que ça a pu provoquer chez moi. C'était un soulagement vis-à-vis des jeunes filles. Jean-Pierre Vess, frère de l'une des disparues. Voilà, elles ont disparu. Maintenant, on sait qui était à l'origine des disparitions. Ce qui m'a le plus fait mal, c'est de savoir que c'est ce même monsieur qui est à l'origine de tout ça. Ce monsieur avec qui on a vécu pendant une année dans sa maison. Enfin, moi, en tout cas. Ma sœur y est restée après. Je crois que c'est encore plus dur à encaisser. Est-ce que c'est parce que j'ai pas été assez présent ? Est-ce que parce que j'ai pas fait attention à ma sœur ? Est-ce que on se pose toujours des questions, à se dire si j'avais été peut-être plus présent, plus près de ma sœur, est-ce que j'aurais pas pu éviter tout ça du haut de mes 13 ans et demi, 14 ans ? Voilà, on se remet toujours en question encore aujourd'hui. C'est des choses qu'on garde en soi à vie, ça. Et si j'avais pu, et si j'avais fait, et si... Est-ce que ça se serait passé ? Ça, malheureusement, je n'aurai jamais de réponse à cette question. Les familles, elles sont effondrées parce que d'abord, ça a mis tant de temps pour qu'on entende leur voix. Elles sont effondrées parce que ça rend les actes criminels concrets. Mais elles sont surtout effondrées parce que partout, il y aura des avocats, des pseudo-spécialisés, etc., qui vont prendre la parole pour dire c'est prescrit, on ne peut pas le juger. Et ça, c'est terrible pour elles. C'est-à-dire que c'est le chaud et le froid en même temps. Elles ont enfin une réponse au bout d'années de combat, et en même temps on leur dit on ne pourra pas juger. On est en plein mois de décembre, il fait mauvais, c'est vraiment une atmosphère particulière. Et les fouilles commencent tout de suite. Je m'appelle Jérôme Val, je suis journaliste et j'ai travaillé à France Bleu Auxerre entre 2000 et 2005. Les images que j'ai des fouilles à rouvrer sur ce bord du Serein, d'abord c'est un coin banal, voilà, des champs, des espèces de friches, des arbustes, un cours d'eau, un peu de gadou. Pour arriver sur les lieux, c'était un petit chemin un peu boueux, on pouvait pas se garer mais on marchait et j'ai l'impression qu'on pouvait aller quand même assez près du travail des pelleteuses, on les voyait, on n'était pas du tout parqués très loin. Effectivement, c'est très très ancien, donc le summum pour nous c'est de retrouver au moins un corps. Éric Barou, ancien enquêteur de la gendarmerie. On est un peu stressé quoi, parce qu'on se demande comment ça va se passer, si on va réellement trouver quelque chose. C'est que si on trouve rien, pour nous tout s'écroule. Le terrain est très facile à creuser. Le problématique, c'est que plus on creuse, plus l'eau remonte. Ça a été une grosse problématique dans certains endroits des fouilles. Le premier corps est découvert dans la journée du 18 au matin. À la découverte du premier corps, on se dit ouf, puisqu'il ne s'est pas trompé. Il nous a montré une mare à bestiaux.
Et quand il nous la montre, il s'est trompé à peu près d'une quinzaine de mètres, donc très peu. Pour moi, c'est un immense chagrin de savoir qu'on retrouve une jeune fille comme ça, dans cet état-là. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. Là, juste là, à côté de là, on a fouillé, qu'on n'a pas trouvé avant. C'est un immense chagrin. Parce que, d'abord, on ne sait pas laquelle a été retrouvée, parce qu'on sait ce qui leur est arrivé, parce que c'est une certitude aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus d'espoir. Parce qu'il n'y aura plus d'espoir pour les familles. Mais c'est la concrétisation, c'est en tout cas la confirmation des aveux d'Émile Louis et la confirmation qu'on ne s'est pas trompé. Quand on découvre un premier cadavre, il y a presque une... je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que ça va peut-être choquer, mais une fascination de se dire qu'on retrouve presque un quart de siècle après, l'affaire avance. C'est plus des disparus de Lyon, des visages, des vieilles photos en noir et blanc, de visages de jeunes filles souriantes. Non, là, c'est des victimes qui sont mortes, qui ont été assassinées, et qu'on retrouve sur les indications de quelqu'un qui a avoué 20 ans après les avoir tués. Les ossements sont intacts. Sous les ossements, il y a des vêtements d'été, une paire de sandales d'été, un short ou une jupe. Tous les éléments sont envoyés à l'IRCGN à Rosny-sous-Bois à l'époque et ils vont nous identifier qu'il s'agit de Madeleine de Juste. Au site numéro 2, on découvre déjà des vêtements, des produits de beauté qui appartiennent vraisemblablement à Françoise Lemoine. Les fouilles vont se poursuivre et on va arriver à la zone 5, début janvier, où là on va trouver à 2 endroits différents. Dans un premier endroit, on va trouver des vêtements et dans un deuxième endroit, on va trouver des ossements. Il s'agit de Jacqueline Weiss. Il y a un moment où les photos arrivent des corps. Voilà. Et ça, c'est probablement un des moments les plus durs de ma carrière. De ma vie peut-être aussi pour certains points. C'est que lorsque je vois le crâne de Jacqueline Weiss, avec ce tissu entre les dents, qu'elle a l'air de mordre encore tellement elle a souffert, c'est pas les photos qu'on avait souriantes. Là, on a la souffrance de Jacqueline Weiss. Là, on a ce qui s'est passé. Ça n'est plus du journalisme, de l'enquête, du blabla, de la prescription. C'est cette jeune fille qui est morte dans ces conditions-là. Et que la justice a abandonnée pendant des années. Le seul moment où vraiment j'ai craqué, j'étais sur la route, on m'a appelé, c'est quand on a trouvé les corps. Pierre Monnoir, président de l'Association de défense des handicapés de Lyon. Voilà, ça c'est le moment, je crois, le plus fort. C'est dur d'aller voir les familles pour leur dire on a retrouvé votre sœur, etc. Mais je me sentais dans l'obligation de le faire et quand on fait quelque chose, il faut aller au bout. Aussi dur que cela soit-il, il faut aller au bout. Voilà. On m'a décrit comment a été retrouvée ma sœur. Jean-Pierre Weiss, frère de l'une des disparues. T'es bâillonné, attaché. C'est... Comment vous raconter, c'est de la barbarie à l'état brut, tout simplement, je veux dire. On s'attend jamais à ce que son frère ou sa sœur puisse être victime d'un tueur en série comme Émile Louis et puis finir sa vie dans un trou, dans un bois, attaché, bâillonné. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'elle a bien pu subir avant de... Puis ça travaille là-haut, ça travaille, ça n'arrête pas. C'est le mouvement perpétuel dans le cerveau.
On s'imagine plein de choses, auxquelles on n'a pas de réponse. Les seules réponses qu'on ait, c'est les aveux d'Émile Louis et le fait qu'on ait retrouvé ma sœur dans l'état où on l'a retrouvée. Puis en dehors de tout ça, on n'en sait pas plus. On imagine combien de temps ce calvaire a dû durer. Ça... Comment on peut en arriver là? Je veux dire, ça se passe partout et tous les jours, encore aujourd'hui, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Voilà. Donc, ça a été le moment le plus terrible, je crois, ça. En 1981, Sylviane Lesage était découverte, assassinée, au bord du Serein. Je pense que oui, Émile Louis est l'assassin de Sylviane Lesage également. Son corps est découvert sous un hangar, sous un tas de fumier, à quelques mètres, on va dire, quelques dizaines de mètres du corps numéro 5. Pourquoi ce corps n'a pas été enterré? On a réussi à déterminer qu'à l'époque où le corps est abandonné, il fait très froid. Il fait entre moins 18 et moins 20 dans l'Yonne, donc il n'a pas pu creuser. C'est pour ça qu'il le met sous un tas de fumier, ce corps. Et une autre indication, c'est que le corps de Sylviane Lesage-Durand est découvert avec les mains attachées dans le dos, avec un nœud marin, avec un collant dans la bouche, et on découvre Jacqueline Vess avec les ossements des mains dans le dos, avec un nœud marin et avec un slip et un collant dans la bouche. Notre sentiment en tant qu'enquêteur, c'est que les autres corps n'ont pas été retrouvés pour la simple et bonne raison, c'est que le Serein est une rivière qui ravigne énormément, qui est en crue et qui déborde chaque hiver, et que les corps ont dû partir en même temps que la rivière ravine. J'estime que c'est une grande chance d'en avoir trouvé deux. Émile Louis avoue dans un premier temps, et puis très vite il se rétracte. Donc il passe des aveux très détaillés auprès des gendarmes. Frédéric Vézard, journaliste. Et lui, très vite, en fait, il dit non, c'est un complot, en disant moi j'ai avoué pour me débarrasser, parce que j'en avais marre de toute cette pression médiatique. Pendant l'instruction, on s'aperçoit très vite d'un truc totalement dingue, puisqu'on a retrouvé des corps, qu'on a la certitude qu'il y a un certain nombre d'enlèvements et d'assassinats qui ont été commis, réalisés à l'époque. Émile Louis ne peut pas être jugé pour ces assassinats puisqu'ils sont prescrits. Et donc, il y a un moment de panique, en fait, chez les avocats et chez Pierre Monin. On se dit, mais si on retrouve tous les corps, en fait, Émile Louis ne pourrait pas être jugé. Il y aurait prescription. Il faut trouver absolument quelque chose pour le maintenir en détention et qu'il y ait un autre dossier qui soit ouvert, parce que sinon, son avocat peut demander à un moment sa remise en liberté et il peut l'obtenir. Lorsqu'Émile Louis est placé en garde à vue, les enquêteurs, ils ne s'occupent pas de Chantal Paradis, son épouse, qui reste là, totalement perdue. C'est une femme fragile. Chantal Paradis, je l'ai rencontrée 2 fois. À chaque fois que j'ai vu Émile Louis, elle était là. Et j'ai un souvenir très vague d'elle, parce que c'est un fantôme, en fait. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Elle ne parle pas, elle bouge assez peu. On sent qu'elle est totalement dépendante et soumise à son mari, quoi, en fait. Elle se retrouve dans cet appartement avec son homme qui vient d'être interpellé, elle est dépendante de lui, elle est perdue, et là il va y avoir des journalistes qui vont saisir l'opportunité d'aller la voir, de l'accompagner. Émile Louis a été emmené, la perquisition a eu lieu, Chantal Paradis est chez elle, rien ne m'empêche légalement d'aller la voir. Samuel Luret, journaliste. Et je vais faire l'interview de Chantal Paradis, qui est effondrée.
Depuis l'enquête, les gendarmes savent qu'il y a quand même des choses un peu bizarres avec l'épouse Émile Louis et sa fille. Sauf que l'épouse Émile Louis refuse toujours à ce moment-là de mettre en cause son mari. Tout comme sa première femme d'ailleurs avait refusé jusqu'à sa mort de le mettre en cause. Pour dire l'emprise qu'il pouvait exercer aussi sur ses compagnes. Le lendemain, elle portera plainte pour viol et abus sexuels. Elle et sa fille, Karine. Et donc ça va permettre d'ouvrir un dossier non prescrit. Émile Louis va être mis en examen sur ce dossier. Ça permet de le maintenir en détention. C'est là où les choses peuvent enfin et définitivement s'inscrire. Et que, enfin, la justice va pouvoir passer. Je pense que le dossier des disparus de Lyon, je suis rentrée tête baissée dedans parce que il y avait une grosse composante sociale. Elsa Vigoureux, grand reporter. Parce que finalement, au bout du compte, on tombe sur un bonhomme qui est un gros criminel qui rentre dans l'histoire criminelle de France et qui, en fait, pouvait sévir parce que on était dans une région où le mépris social lui servait d'ombre, en fait. Vous venez d'écouter La Conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La Conspiration du silence est un podcast d'Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Amda Productions et France Télévisions, et écrite et réalisée par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.